Chapitre 1. La loi primitive. Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897, non seulement contre lui, mais contre tous ses congénères. En effet, dans toute la région qui s'étend du détroit de Puget à la baie de San Diego, on traquait les grands chiens à longs poils aussi habiles à se tirer d'affaire dans l'eau que sur la terre ferme. Les hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune enfoncé dans le sol glacé des régions arctiques, et les compagnies de transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclame, les gens se ruaient en foule vers le nord. Et il leur fallait des chiens, de ces grands chiens robustes, aux muscles forts pour travailler et à l'épaisse fourrure pour se protéger contre le froid. Buck habitait cette belle demeure située dans la vallée ensoleillée de Santa Clara, qu'on appelle le domaine du juge Miller. De la route, on distingue à peine l'habitation à demi cachée par les grands arbres qui laissaient entrevoir la large et fraîche véranda régnant sur les 4 faces de la maison. Des allées soigneusement sablées mènent au perron, sous l'ombre tremblante des hauts peupliers, parmi les vertes pelouses. Un jardin immense et fleuri entoure la villa, puis ce sont les communs imposants, écuries spacieuses, où s'agitent une douzaine de grooms et de valets bavards, cottages couverts de plantes grimpantes pour les jardiniers et leurs aides. Enfin, l'interminable rangée des serres, treilles et espaliers suivis de vergers plantureux, de gras pâturages, de champs fertiles et de ruisseaux jaseurs. Le monarque absolu de ce beau royaume était, depuis 4 ans, le chien Buck, magnifique animal, dont le poids et la majesté tenaient du gigantesque Terre-Neuve Elno, son père, tandis que sa mère Sheps, fine chienne collet de pure race écossaise, lui avait donné la beauté des formes et l'intelligence humaine de son regard. L'autorité de Buck était indiscutée. Il régnait sans conteste non seulement sur la troupe insignifiante des chiens d'écurie, sur le carlin japonais Toots, sur le mexicain Isabelle, étrange créature sans poils dont l'aspect prêtait à rire, mais encore sur tous les habitants du même lieu que lui. Majestueux et doux, il était le compagnon inséparable du juge qu'il suivait dans toutes ses promenades. Il s'allongeait d'habitude au pied de son maître dans la bibliothèque, le nez sur ses pattes de devant, clignant des yeux vers le feu et ne marquant que par un imperceptible mouvement des sourcils l'intérêt qu'il prenait à tout ce qui se passait autour de lui. Mais apercevait-il au dehors les fils aînés du juge, prêts à se mettre en selle, il se levait d'un air digne et daignait les escorter. De même, quand les jeunes gens prenaient leur bain matinal dans le grand réservoir cimenté du jardin, Buck considérait de son devoir d'être de la fête. Il ne manquait pas non plus d'accompagner les jeunes filles dans leurs promenades à pied ou en voiture, et parfois on le voyait sur les pelouses portant sur son dos les petits enfants du juge, les roulant sur le gazon et faisant mine de les dévorer de ses 2 rangées de dents étincelantes. Les petits l'adoraient, tout en le craignant un peu, car Buck exerçait sur eux une surveillance sévère et ne permettait aucun écart à la règle. D'ailleurs, il n'était pas seul à le redouter. Le sentiment de sa propre importance et le respect universel qui l'entourait investissant le bel animal d'une dignité vraiment royale. Depuis 4 ans, Buck menait l'existence d'un aristocrate blasé, parfaitement satisfait de soi-même et des autres, peut-être légèrement enclin à l'égoïsme, ainsi que le sont trop souvent les grands de ce monde. Mais son activité incessante, la chasse, la pêche, le sport, et surtout sa passion héréditaire pour l'eau fraîche, le gardait de tout alourdissement et de la moindre déchéance physique. Il était, en vérité, le plus admirable spécimen de sa race qu'on pût voir. Sa vaste poitrine, ses flancs évidés sous l'épaisse et soyeuse fourrure, ses pattes droites et formidables, son large front étoilé de blanc, son regard franc, calme et attentif, le faisaient admirer de tous. Telle était la situation du chien Buck lorsque la découverte des mines d'or du Klondike attira vers le nord des milliers d'aventuriers. Tout manqua dans ces régions neuves et désolées, et pour assurer la subsistance et la vie même des émigrants, on dut avoir recours aux traîneaux attelés de chiens, seuls animaux de trait capables de supporter une température arctique. Buck semblait créé pour jouer un rôle dans les solitudes glacées de l'Alaska, et c'est précisément ce qui advint
grâce à la trahison d'un aide-jardinier. Le misérable Manoël avait pour la loterie chinoise une passion effrénée. Et ses gages étant à peine suffisants pour assurer l'existence de sa femme et de ses enfants, il ne recula pas devant un crime pour se procurer les moyens de satisfaire son vice. Un soir que le juge présidait une réunion et que ses fils étaient absorbés par le règlement d'un nouveau club athlétique, le traître Manoël appelle doucement Buck, qui le suit sans défiance, convaincu qu'il s'agit d'une simple promenade à la brune. Tous deux traversent sans encombre la propriété, gagnent la grande route et arrivent tranquillement à la petite gare de College Park. Là, un homme inconnu place dans la main de Manoël quelques pièces d'or, tout en lui reprochant d'amener l'animal en liberté. Aussitôt, Manoël jette au cou de Buck une corde assez forte pour l'étrangler en cas de résistance. Buck supporte cet affront avec calme et dignité, bien que ce procédé inusité le surprenne. Il a, par habitude, confiance en tous les gens de la maison et sait que les hommes possèdent une sagesse supérieure même à la sienne. Toutefois, quand l'étranger fait mine de prendre la corde, Buck manifeste par un profond grondement le déplaisir qu'il éprouve. Aussitôt la corde se resserre, lui meurtrissant cruellement la gorge et lui coupant la respiration. Indigné, Buck se jette sur l'homme. Alors celui-ci donne un tour de poignet vigoureux. La corde se resserre encore. Furieux, surpris, la langue pendante, la poitrine convulsée, Buck se tord impuissant, ressentant plus vivement l'outrage inattendu que l'atroce douleur physique. Ses beaux yeux se couvrent d'un nuage, deviennent vitreux. Et c'est à demi-mort qu'il est brutalement jeté dans un fourgon à bagages par les deux complices. Quand Buck revint à lui, tremblant de douleur et de rage, il comprit qu'il était emporté par un train, car ses fréquentes excursions avec le juge lui avaient appris à connaître ce mode de locomotion. Ses yeux, en s'ouvrant, exprimèrent la colère et l'indignation d'un monarque trahi. Soudain, il aperçoit à ses côtés l'homme auquel Manoël l'a livré. Bondir sur lui, ivre de rage, est l'affaire d'un instant. Mais déjà la corde se resserre et l'étrangle. Pas sitôt pourtant que les mâchoires puissantes du molosse n'aient eu le temps de se refermer sur la main brutale, la broyant jusqu'à l'os. Un homme d'équipe accourt au bruit. « Cette brute a des attaques d'épilepsie, » fait le voleur, dissimulant sa main ensanglantée sous sa veste. « On l'emmène à San Francisco, histoire de le faire traiter par un fameux vétérinaire. Ça vaut de l'argent, un animal comme ça. Son maître y tient. » L'homme d'équipe se retire satisfait de l'explication. Mais quand on arrive à San Francisco, les habits du voleur sont en lambeaux. Son pantalon pend, déchiré à partir du genou, et le mouchoir qui enveloppe sa main est teint d'un pourpre sombre. Le voyage, évidemment, a été mouvementé. Il traîne Buck à demi-mort jusqu'à une taverne, louche du bord de l'eau, et là, tout en examinant ses blessures, il ouvre son cœur au cabaretier. « Sacré animal ! En voilà un enragé !» grommelle-t-il en avalant une copieuse rasade de gin. « 50 $ pour cette besogne-là. Par ma foi, je ne recommencerai pas pour 1000. »« 50 !» fait le patron. « Et combien l'autre a-t-il touché ? Il n'a jamais voulu lâcher cette sale bête pour moins de 100, grogne l'homme. 150 ? Pardieu, il les vaut ou je ne suis qu'un imbécile, fait le patron examinant le chien. Mais le voleur a défait le bandage grossier qui entoure sa main blessée. Du diable si je n'attrape pas la rage, s'exclame-t-il avec colère. Pas de danger, c'est la potence qui t'attend, ricane le patron. Dis donc, il sera peut-être temps de lui enlever son collier. Étourdi, souffrant cruellement de sa gorge et de sa langue meurtrie, à moitié étranglée, Buck voulut faire face à ses tourmenteurs. Mais la corde eut raison de ses résistances. On réussit enfin à limer le lourd collier de cuivre marqué au nom du juge. Alors les deux hommes lui retirèrent la corde et le jetèrent dans une caisse renforcée de barreaux de fer. Il y passa une triste nuit, ressassant ses douleurs et ses outrages. Il ne comprenait rien à tout cela. Que lui voulaient ces hommes ? Pourquoi le maltraitait-il ainsi ? Au moindre bruit, il dressait les oreilles, croyant voir apparaître le juge ou tout au moins un de ses fils. Mais lorsqu'il apercevait la face avinée du cabaretier ou les yeux louches de son compagnon de route, le cri joyeux qui tremblait dans sa gorge se changeait en un grondement profond et sauvage. Enfin,
tout se tut. À l'aube, 4 individus de mauvaise mine vinrent prendre la caisse qui contenait Buck et la placèrent sur un fourgon. L'animal commença par aboyer avec fureur contre ses nouveaux venus, mais s'apercevant bientôt qu'il se riait de sa rage impuissante, il alla se coucher dans un coin de sa cage et y demeura farouche, immobile et silencieux. Le voyage fut long. Transbordé d'une gare à une autre, passant d'un train de marchandises à un express, Buck traversa à toute vapeur une grande étendue de pays. Le trajet dura 48 heures. De tout ce temps, il n'avait ni bu ni mangé. Comme il ne répondait que par un grognement sourd aux avances des employés du train, ceux-ci se vengèrent en le privant de nourriture. La faim ne le tourmentait pas autant que la soif cruelle qui desséchait sa gorge enflammée par la pression de la corde. La fureur grondait en son cœur et ajoutait à la fièvre ardente qui le consumait. Et la douceur de sa vie passée rendait plus douloureuse sa condition présente. Buck, réfléchissant, en son âme de chien, à tout ce qui lui était arrivé en ces 2 jours pleins de surprises et d'horreur, sentait croître son indignation et sa colère augmentée par la sensation inaccoutumée de la faim qui lui tenaillait les entrailles. Malheur au premier qui passerait à sa portée à ce moment. Le juge lui-même aurait eu peine à reconnaître en cet animal farouche le débonnaire compagnon de ses journées paisibles. Quant aux employés du train, ils poussèrent un soupir de soulagement en débarquant à Seattle, la caisse contenant la bête fauve. 4 hommes, l'ayant soulevée avec précaution, la transportèrent dans une cour étroite et noire, entourée de hautes murailles et dans laquelle se tenait un homme court et trapu, la pipe aux dents, le buste pris dans un maillot de laine rouge, aux manches relevées au-dessus du coude.